Salut à tous, bienvenue dans cette 10e édition de votre magazine consacré à la culture, Les Grandes Lignes. Dans cette édition, place au cinéma avec le documentaire mauricien Le Jazz du bout des lèvres qui retrace le parcours du trompettiste Philippe Thomas. Nous nous rendons ensuite à Imaya Phoenix pour la récente exposition solo d'Ismet Ganti, Emotion Sequencer Project et Estampe. Avant de se quitter également, quelques dates pour quelques événements en cours. C'est parti, place à la culture et suivez la ligne. Vous en aviez eu un petit avant-goût dans notre dernière édition. Le mercredi 25 novembre 2020, la société de production Avarts présentait à un public intime et à la presse l'aboutissement d'un projet de longue haleine. L'histoire de ce trompettiste qui porte le jazz du bout des lèvres débute ici, à Petite Rosalie, île Maurice. Il s'agit du documentaire Philippe Thomas, Le Jazz du bout des lèvres, un film aux allures de road movie qui retrace à la fois le parcours d'un grand trompettiste mauricien, mais aussi la transmission de son savoir et le dévouement qu'il apporte en tant que figure de proue de l'atelier Mozart. Ce documentaire de la société de production Avarts aura bénéficié du soutien du National Arts Fund, fonds d'aide à la création opérant sous la tutelle du ministère des Arts, de la Culture et du Patrimoine culturel. Une œuvre audiovisuelle se découvre avant tout sur grand écran. C'était donc chose faite le 25 novembre au Star Bagatelle. Le film sera bientôt à l'affiche du même cinéma à Bagatelle et La Croisette à partir du 16 décembre. Un film, bien qu'il le grand écran. Quoique moi, je suis un grand consommateur sur les petits écrans. Mais je crois que envie de cause dans mon domaine. Il faut bien qu'il dit qu'à déplacer dans la salle de cinéma. Get un film, get une production dans une grande salle, ou un grand écran, avec un son Dolby, un son surround, etc. Comme on regarde l'écran cinéma, une partie ça fait moi, les amours émotionnés par ça, c'est tout comment le frère causer, mon maman causer tout ça là et film là, c'est l'histoire que le musicien suivre moi quand nous peut aller et ça va nous faire là touche moi beaucoup. C'est très émouvant parce que c'est un peu le rêve de tout le monde qui rentre dans ce domaine-là. Hein. Nous commençons par faire la télévision. Et avec le rêve ultime qui a une zone pour faire un film ou pour faire un film documentaire ou fiction qui peut pas sur grand écran. Le grand écran reste toujours, comment dire ça, l'objectif qui finit attire tout un jeune talent dans ce domaine qui nous était là, qui nous partageait. Mon imagine documentaire là, mon un genre de fil conducteur. Le fil conducteur c'est le personnage. Mais en même temps, même faire caméra, même faire occupation, même moi pas encadrer, mais pour le besoin par rapport au budget qui nous est là, particulièrement permettez-moi parce qu'il y a le voyage aussi dedans, qu'on suivi dans plaisir la ville à travers le monde. Donc c'était aussi un genre d'improvisation, comme un jazz, c'est de l'improvisation, c'est de la création dans l'instantané avec le comment tu ressenti. Ce film, tourné pratiquement caméra au point, focalise sur Philippe Thomas, trompettiste qui compte parmi les légendes du jazz mauricien, autant que Feu Ernest Lié ou José Thérèse. Le réalisateur Gopal Permal l'aura accompagné, lui et ses élèves, sur un itinéraire épique vers la prestigieuse Berklee College of Music. Mes auditions réalisées, c'est un film qui construit avec beaucoup d'improvisation. Parce que le sujet même, c'est un sujet, Philippe Thomas, mon connais, mon suivi en tant que musicien, mon apprendre connais, c'est important. Parce que mon musicien établit une relation avec l'artiste pour capable essayer de gagner ça qui nous gagne dans ce film-là. Essayer de rentrer dans l'intimité de l'artiste-là. Parce que Philippe, comme nous tous connaissons, c'est un grand artiste, mais un grand timide aussi. Donc, il ne pas cause beaucoup, il ne pas communique beaucoup, il communique que par sur la musique. Et donc,
Ils ont établi une relation avant avec lui. Ça prend quand même pas mal de temps pour construire sa relation-là. Très bon film. C'est un travail de mémoire sur des sujets, sur des personnages qui existent toujours. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils nous attendent qu'ils disent là disparaître après nous dire ah yo tu as fait quelque chose loli. Donc quoi qu'il faut construire quelque chose dans le présent. Avant un film là, souvent je me dis mon parcours, donc m'habituer les autres mon parcours, mais là je me dis pas juste les autres, moi aussi donne l'exemple aux jouets quand mon grandit, c'est tout Rosalie pour moi c'est tout là-bas. Quand nous travaillons un personnage qui a disparu, disons, nous faisons des affaires sur NSV. D'ailleurs, il y a un film qui nous fait sur NSV de son vivant, un documentaire de Alain Gondon-Gentil. Et il y a un film qui existait chez José Thérèse, Les Mozart de Rochebois, qui m'a même fait en 2010. Donc, je crois qu'il est important parce que c'est là qu'on a gagné une meilleure représentation de l'artiste. Sinon, c'est moi, ma vision, ma façon de voir le personnage. Là, je laisse la place au personnage. Certes, tout film demande budget et ce parcours ambitieux sur 2 continents aurait été impossible sans financement. Pour Havarts, producteur du film, le soutien du National Arts Fund aura été essentiel. National Arts Fund est bienvenu parce que c'est le premier fonds d'aide à un artiste qui existait dans la création artistique. Il prend depuis la création musicale, depuis la publication, l'édition des livres, jusqu'à la création cinématographique. Bon, moi, je bénéficie d'un premier projet avec National Arts Fund. Grâce à National Arts Fund, j'ai réussi à faire mon court-métrage qui s'appelle Daïn. Donc là, ce projet-là, c'est le producteur Havarts qui prend ce projet-là en main en tant que producteur, donc qui demande moi réalise lui. Nous ne parlons pas d'une raison financière. Bien sûr, nous finançons le projet en collaboration avec le National Arts Fund, sans attendre aucun retour financier, mais c'est plus satisfaction au niveau de l'audiovisuel et aussi de niveau de la création. Quand nous avons un projet comme ça réalisé, celui qui a fait application pour gagner le fonds avec nous, nous dévoile nous ce qu'il y a de ce projet pour qu'il nous puisse soutenir le projet. Et quand nous venons à la fin le projet réalisé, il y a une immense satisfaction qui nous est là parce qu'il nous dit à nous-mêmes qu'au fait, ça fond-là, est long overdue. C'est-à-dire nous avons besoin d'un fonds comme ça pour nous soutenir l'artiste. Et n'importe quelle discipline, aujourd'hui c'est le cinéma. Hier, il y a une exposition de peinture, avant-hier, il y a un concert musical. Donc, c'est tout ça, une discipline artistique-là qui nous soutient. Et nous sommes contents qu'un artiste profite de l'opportunité qu'il y a quand il y a un appel à projet pour qu'ils soumettent nous un projet artistique. Et nous demandons de travailler bien ce projet suivant les directives du guidelines pour qu'ils permettent nous d'évaluer parce que le talent est là. Une preuve que des créations élaborées sont possibles dans diverses disciplines artistiques avec un minimum de soutien. Cependant, les coûts liés à la production audiovisuelle sont énormes et selon les acteurs principaux, d'autres accompagnements restent nécessaires afin de pousser les créations mauriciennes jusqu'au bout de leur potentiel. Si nous regardons ce film-là, il y a l'acteur principal qui est Philippe Thomas, mais il y a 2 acteurs dans le film. Il y a le jazz, il y a la musique. Et puis il y a d'autres éléments comme l'inspiration, qui est capable aussi, des fois, de créer un déclic dans la tête de gens qui peut ça documentaire-là, qui peut permettre de foncer avec ce talent et cette passion. Et la motivation pour qu'ils fassent ce qu'ils sont contents de faire. Et quant à là, moi, tu peux dire, il y a une résilience. Il n'est pas facile pour un artiste, surtout dans Maurice,
Côte Peine a beaucoup débouché, beaucoup ouverture, persister dans ce domaine, persister dans ce l'art. Mais quand on ajoute tout ça là, il fait une bonne raison pour qui avance rentre dans le projet là. Mais je crois que besoin a plus d'aide à des artistes. Les artistes mauriciens peuvent devenir de plus en plus performants. La qualité commence à primer, nous ressentons dans tout domaine, la musique, la création théâtrale, dans l'écriture, dans la peinture. Donc, il est important qu'ils soutenir un artiste, donne les moyens pour capable faire ce qu'ils ont fait. Bon, moi pour dire que nous gagnons l'aide et bien souvent, ça l'aide qui nous gagne, juste permet nous faire le produit. Mais on ne peut pas vivre de ça. Je connais mon cause de Daïn, par exemple. Les acteurs ont été payés, les techniciens ont été payés, mais en tant que réalisateur, tu ne gagnes pas grand-chose dedans. Donc, il est important qu'il y ait plus de fonds, plus d'aide pour capable soutenir un artiste qui va vivre de cet art. Le soutien, bien sûr, est financier, mais il y a beaucoup plus au-delà, hein, parce que dans le domaine cinéma, nous sommes conscients qu'il y a un gros budget, hein, qui le secteur du cinéma demandé. D'ailleurs, nous-mêmes, nous finançons un projet qui a petit budget par rapport à ce qui Economic Development Board est financé. Parce que justement, nous permet de faire une production à petit budget et gagner un soutien financier. Donc pour nous, c'est le valet là, il beaucoup plus que ça valet financier là, mais le support qui nous a mené pour l'industrie. Si la création artistique reste un parcours du combattant, malgré les soutiens existants, l'industrie culturelle au niveau local ainsi que mondial n'aura pas su esquiver l'impact de la Covid-19. À Maurice, si le paysage culturel regagne peu à peu son dynamisme avec la reprise de certaines activités, la filière artistique gravite encore la pente. Dépendant de son positionnement dans cette grande chaîne qui mène de l'idée à la réalisation d'une œuvre, les expériences sont très diverses. Première affaire qui est importante de dire avec l'effet du Covid-19, les créateurs mauriciens ont besoin aussi de gagner la vie. Et beaucoup de créateurs mauriciens, qui sont des musiciens, qui sont des artistes peintres, qui sont des écrivains, beaucoup c'est une activité à côté. Donc par exemple, moi je prends l'exemple, comment nous dire dans le langage créole, tu roules la cuisine parce que tu restes dans ton domaine de production audiovisuelle, mais tu fais bonnes affaires comme un projet, tu travailles avec des films d'entreprise, tu tournes un film qui permet de toi gagner un salaire, qui permet de toi vivre avec ça, faire vivre ta famille. Donc, mais il est important aussi qu'il nous vise au-delà de ça, c'est qu'il vise un artiste capable de vivre de autres l'art. Et Covid-19, malheureusement, pas favorise ça du tout parce que les couples plaient avant les pieds d'un artiste parce que peine à travailler pour eux. Moi, je connais depuis mars jusqu'à novembre, pas finir un projet qui n'apporte moi quelque chose en termes de gains financiers. Définitivement, ça n'affecte nous, nous mettons un stop. À un moment donné, il y a un arrêt total quoi, des opérations. Mais si vous dans la création et vous faites des affaires pour plaisir personnel, ils n'ont jamais arrêté. Alors, Covid, c'est un bon prétexte. Mais c'est aussi un mauvais prétexte pour faire des affaires. Aussi, le Covid-19 est à ce côté bénéfique. Un artiste gagne suffisamment le temps pour réfléchir, pour travailler sur l'écriture des autres projets. Par exemple, vous faites un film, il y a une étape de l'écriture. Donc ça donne toi quand même les temps, par exemple les 3 mois qui nous vivent enfermés, ça nous permet beaucoup d'artistes de réfléchir aux autres métiers, mais qui écrivent en santé, qui peignent, qui écrivent. Comme moi, mon travail, c'est écrire un projet de documentaire, etc. Donc il y a aussi ce côté, l'aspect qui est quand même positif.
Là, nous pas cause du jazz, de la musique, mais il y a tant de domaines qui nous besoin faire des affaires. Il est capable de passer du domaine artistique et culturel à un domaine politique, à un domaine social. Donc, il est important. Il y a tellement de Mauriciens qui sont bourrés de talent, qui ont un personnage extraordinaire dans Maurice, qui, je crois, il est important qu'il nous fasse ce travail de mémoire aujourd'hui. Pour qu'ils disent, nous avons quelque chose qui va nous enfants dire, pour découvrir Philippe Thomas, pour découvrir NSV et pour découvrir le projet de Mozart à travers José Thérèse. Il nous fait 3 calls, 3 appels à projets par an. Nous faisons en février, en juillet et en octobre. Cette année-ci, avec Covid, nous pas gagné le call de février. D'ailleurs, ce date de soumission qui coïncide avec le commencement du confinement. Donc, nous finissons un post-Covid plan dans lequel nous travaillons et qui nous ouvert depuis le 15 septembre et il peut fermer le 18 décembre. Ça pour le post-Covid. Et maintenant, l'année prochaine, nous pourrons prendre nos bandes projets 3 fois par an. Donc, il peut continuer. Il peut continuer. Le même qui nous fait. C'est pourquoi on fait l'appel à un artiste et qui vient nous faire ça 3 fois par an aussi pour que l'artiste il prépare lui parce qu'il nous cause bien le projet artistique. Le projet artistique pas qu'à faire à la veille ou le lendemain. Il besoin bien penser, bien ficeler, bien travailler. Et c'est pourquoi qu'il nous donne ça 3 calls là. Si nous avons un projet, donne-nous la tête Zodi, nous pouvons implémenter dans 6 mois, dans 8 mois, nous avons qui date de l'appel à projet faire et nous répondons à l'application, à l'appel à projet. À bon entendeur, salut donc. Vous l'auriez entendu, le National Arts Fund reste une plateforme importante du soutien apporté par l'État à la création mauricienne. Et malgré l'impact d'une urgence sanitaire mondiale et locale, le sentier perdure encore pour les projets réfléchis et travaillés. Selon les nouvelles qui nous parviennent, le documentaire Philippe Thomas, le jazz du bout des lèvres, ainsi que Daïn, un film de fiction du même réalisateur Gopalan Chelapermal, seront projetés en salle pendant une semaine à partir du 16 décembre 2020 au Cinéma Star à Bagatelle et La Croisette. Veuillez consulter la presse ou le web pour l'heure des séances. Il ne manque pas de faire impression sur son entourage. Depuis les années 70, il est présent sans relâche sur notre scène artistique. Personnage au look très reconnaissable, il peut être inspirant, étonnant, intrigant, énigmatique ou complexe. L'artiste est à l'image de son œuvre aux multiples facettes. Le spectacle, je crois que c'est la beauté des lignes, la beauté du graphisme. C'est subtil, c'est très linéaire. Il a toujours une communication assez directe et on voit ça à travers son travail qui est très réaliste. Par contre, on voit ses estampes ici. Ce qui, à la fois, m'impressionne, je crois que c'est le cas de le dire, ce sont les prints, les impressions. Ce qui me parle, c'est la dimension conceptuelle. Ismed a toujours été un pop artiste mauricien. Je pense que c'est quelqu'un qui utilise des techniques du pop art comme le pochoir, etc. Donc ça va jusqu'à l'installation maintenant, mais il y a toujours des clins d'œil par rapport à des gens du pop art.
Depuis ce 30 novembre, Ismet Ganti présente à la galerie Imaya à Phoenix une installation Emotion Sequence Project et une série d'estampes. Nous prenons le parti dans cette couverture de mettre cet artiste et son œuvre en perspective par le biais de personnes interposées et en parallèle quelques clés de lecture sur le propos de cette exposition, extraite du texte rédigé par l'artiste dans son catalogue. Si dans l'imaginaire du public de l'art et de la bohème mauricienne, Ismet Ganti reste indissociable de son frère, le plasticien mauricien disparu Firoz Ganti, il convient de rappeler que le parcours de chacun aura été très distinct, même si inévitablement entrecroisé. Je pense que Ismet partage avec moi les valeurs de la liberté, de la non-violence, de l'égalité, toutes les grandes valeurs de la démocratie. Et ce que j'aime avec Ismet, c'est qu'il s'est beaucoup renouvelé. C'est pas un pilier, quoi. C'est ne pas dire première, deuxième, troisième génération ou un peu plus là-haut, un peu plus en bas, mais mon pensée, c'est manautisme génération, c'est toujours nous guettons avec un autre l'œil, mais un œil que oui, un jour nous pouvons commencer, un jour nous pouvons faire commencer. C'est pas que nous copier. C'est pas, mais toujours là, cette présence, c'est parmi nos artistes mauriciens. Une cinquantaine d'années de cela, on est des Rosiliens, on était ados ensemble, et depuis ce moment-là, je le suivais. Donc il faisait plein d'affiches, et lui et son frère, Firoz, qui n'est plus avec nous maintenant. Donc j'ai toujours apprécié non seulement son œuvre, mais aussi sa personnalité, son look. Donc c'est quelqu'un qui travaille son look depuis son jeune âge. Déjà ce qu'il fait est unique depuis le temps. Hein. Donc il a évolué, il s'est amélioré du point de vue technique. Mais là ce qu'il fait, donc, c'est un mélange d'affiches et colorées. Donc ce qui change un petit peu de ce qu'on voit autour de nous, que de la peinture ou de la sculpture. Donc il occupe un créneau porteur. L'un des pôles importants de cette expo est la collection d'estampes. Pour reprendre les écrits de l'artiste, depuis très tôt dans l'histoire, de nombreuses civilisations ont développé diverses techniques de reproduction d'images. L'estampe est donc de facto vouée à rendre l'art accessible au plus grand nombre. Les œuvres présentées ici rassemblent une diversité de techniques de reproduction traditionnelles, modernes et numériques et proposent ainsi une série de créations issues de diverses périodes d'évolution de l'artiste. J'ai connu Ismet aussitôt que je suis rentrée à Maurice, dans les années 70, plus précisément en 74. Ismet et Firoz, bien sûr. À l'époque, la famille Ganti et la famille Venkatasammy se rencontraient en face de l'école New Eton à Rosille. Et là, on se rencontrait souvent pour des soirées chansons. Parce que moi, ma plus grande passion, après tout ce que vous savez, c'est quand même la chanson. Donc c'était notre coin. Et puis Firoz et Ismet, ils sillonnaient les rues de Rosille, surtout la route royale. En 1975, j'avais organisé à Quatre-Bornes la première exposition féministe de Maurice. Et j'ai voulu faire participer des artistes hommes, pas que des femmes. Et Firoz et Ismet étaient vraiment très présents. Particulièrement Ismet, il m'avait fait des plans pour, comment je vais vous dire, c'était dessiné avec des personnages qui parlaient dans des bulles. Et c'était magnifique. C'était une grande partie de l'exposition. Et malheureusement, je lui en ai parlé, nous avons égaré ces œuvres-là. Ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a tellement aimé ça qu'il nous les a piqués. Mais quand une œuvre est volée, c'est que cette œuvre a beaucoup de valeur. Élément incontournable de cette exposition, le motif de l'œil dans la série Octothorpe. Pour Ismet Ganti, il ne s'agit pas ici d'y voir le miroir de l'âme, mais plutôt une référence que l'œil et l'action de voir reposent sur des mécanismes complexes de transfert d'énergie. L'artiste évoque à cet effet des notions de physique quantique.
Imbriquées dans ses compositions sont des zones qui poétiquement évoquent les mathématiques et les règles cosmiques implacables qui régissent l'univers. Je connais Ismet depuis belle lurette, ça fait plus de 30 ans. Je peux aussi dire qu'il est le pionnier de l'art moderne à Maurice. Moi et Ismet, on a fait beaucoup d'expositions ensemble. On a fait des expositions comme Plein des Caves à La Réunion, Longjumeau, en Belgique, et aussi Groupe des Neufs. Tout le temps, j'ai trouvé dans le travail d'Ismet qu'il y a un message qui fait passer. C'était pas le même. Il y a des trucs qu'ils disent et il faut comprendre. Et si on ne comprend pas, il faut tout le temps demander à l'artiste. Il y a toujours un truc à dire et c'est direct pour moi. Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours vécu avec les œuvres d'Ismet. Il était très prolifique et actif à Beaubassin-Rosil, où je suis tombée dans l'art. En fait, du fait que cette ville ait été une ville un peu capitale de la culture à l'époque où j'étais petite, j'ai des souvenirs par exemple, de peinture live painting qui était faite avec Ismet et son frère Firoz, par exemple au Plaza, des endroits comme ça, en même temps que nous étions de toute façon liés par des liens préexistants. Ces œuvres-là, elles ont énormément influencé mon parcours, mes décisions, le fait que je me suis mise à peindre, c'est quelque chose d'assez fondamental. Mon frère Firoz m'aura influencé sur un autre plan, plus esthétique, visuel, dans le vocabulaire visuel, si on peut dire ça comme ça, tandis qu'Ismet m'a énormément inspiré et poussé, sans le savoir, à faire des recherches sur ce qu'était l'art conceptuel, sur des manières extrêmement diverses d'aborder la création artistique, sur la plasticité de la création et la manière dont il devient possible de jouer avec la façon d'être artiste. L'installation intitulée Emotion Sequencer Project ne manquerait pas d'intriguer. Au cœur de ce propos complexe, voici quelques clés. L'artiste décrit cette installation comme une machine à 3 tours. Éléments électroniques montés sur métal, éléments électroniques montés sur bois et éléments architecturaux en carton montés aussi sur carton. Cette construction compte des interconnexions en papier et en fils électriques. Le sujet qui s'assied sur la chaise complète la machine qui, selon l'artiste, capte son énergie cinétique avant de la lui renvoyer polarisée en énergie positive. C'est là un propos artistique inhabituel qui rappelle que les discours d'Ismet Ganti ne sont pas toujours à la portée du premier venu. Une machine empirique. Donc, une machine empirique. C'est-à-dire quand vous êtes assis sur la chaise, la machine réfléchit les émotions pour vous rendre meilleur. Ça s'appelle l'Emotion Sequencer Project. Dans ce cadre-là, je me mets sur la chaise et je vais essayer de jouer. Peut-être que je vais réussir, peut-être pas. Ça risque d'être difficile, de faire de la difficulté.
appartient à tout le monde. Et évidemment, il y a des gens, quand ils regardent un tableau, ils ne voient que le dessin et les couleurs. Il y a d'autres gens, ils voient d'autres choses. Il ne faut pas trop, à mon avis, il ne faut pas trop intellectualiser l'art. Je crois qu'il faut avoir le coup de cœur. Alors, soit on voit un tableau, moi je n'ai jamais été choquée, bien sûr. C'est très difficile de me choquer. Hein. Il n'est pas encore né celui qui va me choquer. Mais moi, j'ai eu quelques périodes où j'ai beaucoup apprécié Ismet. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder aujourd'hui, mais là, les tableaux que je vois déjà, non, je crois qu'ils se renouvellent, mais quelquefois, il y a un petit quelque chose de son passé qui revient. Vous voyez, il y a une œuvre qui se trouve au fond là-bas. J'ai une copie de cette œuvre, mais ça date des années 70. Mais ce qu'on voit d'Ismet aujourd'hui, c'est quelque chose de complètement différent. C'est beaucoup renouvelé. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup chez Ismet. La peinture est toujours difficile à comprendre. Et toujours, comme n'importe quel langage, il faut apprendre. Puis quand je parlais du chinois, il disait que la peinture était plus difficile à apprendre que le chinois. Allez savoir maintenant. Mais il y a toujours des possibilités de comprendre, d'apprécier au premier degré. D'apprécier les belles couleurs, les formes, comprendre les sujets, etc. Un coup de pinceau veut dire beaucoup. Ça veut dire que c'est tout un travail, tout un carrière derrière ça. C'est pas qu'il y a une fait alléger là, il me dit des coups de pinceau là-bas, mais c'est pas ça. C'est une seule expression, sur émotion, sur centaines de sketchs par jour, tout ce ban de recherche, c'est où arrive à trouver tout ce travail recherche là dans ce tableau. Quand je suis un artiste, donc on est en train de travailler pour soi, pour se faire plaisir, pour laisser une sensibilité sortir à l'intérieur de nous-mêmes et on le pose, que ce soit sous la forme de poème, sous la forme de peinture, de sculpture. Donc, au fait, c'est une sensibilité qu'on exprime. Une œuvre, de mon point de vue, si elle fait œuvre, elle peut parler à un tas de gens. C'est-à-dire qu'en fait, si la personne sait que ça fait référence au déjeuner sur l'herbe ou à une œuvre qui fait partie de l'histoire de l'art, alors elle a une culture générale dans le domaine de l'histoire de l'art. Mais si elle n'a pas cette culture-là, à mon avis, si l'œuvre fait œuvre, ça lui parle quand même. Simplement, ça lui parle de la façon dont ça va lui parler. Et il me semble que les œuvres d'Ismet Ganti sont suffisamment ouvertes, suffisamment énigmatiques pour permettre à n'importe qui de regarder et de laisser venir ce qui lui vient très librement. Emotion Sequencer Project et Estampe d'Ismet Ganti se prolongent à la galerie Imaya, The Cubicle Phoenix jusqu'au 15 décembre. Nous tenterons dans nos prochaines éditions de vous proposer l'avis de l'artiste lui-même sur ses créations. En attendant, quoi de mieux que de faire l'expérience de ses œuvres en direct ? Ligne droite finale à cette édition, comme d'habitude quelques invitations pour profiter pleinement de notre scène culturelle avec bien sûr les gestes barrières et les précautions sanitaires qui s'imposent. Jusqu'au 18 décembre se prolonge une exposition de photos argentiques de Keivan Kadinouch à ICAIO, Institut de l'Art Contemporain à Port-Louis. Keivan Kadinouch, à travers des monochromes, met en avant des pans du patrimoine architectural de la vieille capitale avant qu'il ne s'efface. Ce samedi 12 décembre, soirée culture à 18h au Twin Tattoos, Port-Louis, avec Voyage au Cam. Au programme, slam, stand-up, musique et live painting par le collectif Artis Maurice. Du 10 au 16 décembre, l'artiste Bassé, de son vrai nom Sébastien Tahukat, expose au Creative Park Beauplan.
une toute première expo solo qui explore le tarot par le biais de l'art. Et puis on ne peut pas le rater bien sûr, mais un rappel que le festival Kiltia et Klangaz Créole Mauricien 2020 continue jusqu'au 13 décembre. Voici les rendez-vous importants du calendrier. Le samedi 12 décembre, Michael Lalji vous propose son exposition Port-Louis Modulation en 3 siècles au Codan Art Center. Sinon, du 4 au 17 décembre, les Cabanes Bossons accueillent les créations numériques du photographe Ziad Diljo. Le titre « Fenêtre sur le monde ». Fin de cette édition des Grandes Lignes. En espérant que ces moments extraits de notre paysage culturel vous auront inspiré, nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour une autre incursion haute en couleurs. À bientôt, restez en ligne.